Je n'ai jamais dit à ma femme que je suis l'investisseur anonyme détenant pour 10 milliards de dollars d'actions dans l'entreprise de son père. Elle m'a toujours vu vivre simplement. Un jour, elle m'a invité à dîner avec ses parents. Je voulais voir comment ils traiteraient un homme pauvre et naïf. Mais au moment où ils ont fait glisser une enveloppe sur la table, les dîners de famille sont souvent inconfortables. Mais celui-là ressemblait à une négociation. Des couverts coûteux, des silences calculés et un regard qui disait « ce n'est pas une invitation, c'est un avertissement ». Quand l'enveloppe est apparue, j'ai compris qu'il ne voulait pas discuter. Il voulait m'acheter. Le problème, c'est qu'ils avaient choisi la mauvaise personne pour essayer de mettre un prix. L'enveloppe glissa sur la table en acajou avec un son qui changea tout. À l'intérieur se trouvait un chèque de 500 000 $, et Richard Hastings souriait comme s'il avait résolu tous ses problèmes avec une simple signature. Ce qu'il ignorait, c'est que l'homme assis en face de lui, qu'il tentait d'acheter comme s'il s'agissait d'un quelconque individu en quête d'argent, contrôlait 47% de tout son empire. Je m'appelle Nathan Cross, et voici l'histoire de la manière dont j'ai regardé la famille de ma femme tenter de me détruire alors que je tenais leur avenir financier dans le creux de ma main. Pendant 3 ans, j'ai été marié à Emma Hastings, fille de l'un des promoteurs immobiliers les plus importants de Chicago. Et pendant 3 ans, j'ai laissé sa famille croire que je n'étais qu'un simple analyste de données aux finances précaires, qui avait en quelque sorte réussi à convaincre leur précieuse fille d'épouser quelqu'un d'une classe inférieure. La réalité était bien plus compliquée. La réalité était que je détenais suffisamment d'actions de la Hastings Development Corporation pour évincer Richard de sa propre salle de réunion avec un simple appel téléphonique. Mais je suis resté silencieux, observant, attendant de voir qui ces personnes étaient vraiment lorsqu'elles pensaient que personne ne regardait. L'invitation pour le dîner arriva un mardi matin. Emma me tendit son téléphone pendant le petit déjeuner, me montrant un message de sa mère, Victoria. « Maman veut qu'on vienne dîner vendredi soir », dit Emma, la voix tendue de cette manière qui était devenue normale dès que sa famille entrait dans la conversation. « Juste nous 4. » Elle dit que c'est important. Je savais ce que « important » signifiait dans le vocabulaire de la famille Hastings. Cela signifiait que Richard avait décidé qu'il était temps de régler l'embarras du mariage de sa fille avec quelqu'un qui conduisait une Honda vieille de 7 ans et louait un appartement modeste dans un quartier que leur jardinier ne visiterait pas. Cela pourrait être intéressant, dis-je, gardant ma voix neutre tout en calculant à quel point ce dîner pourrait devenir intéressant. Emma reposa sa tasse de café avec plus de force que nécessaire. « Nathan, s'il te plaît, ne prends pas ça mal, mais peut-être que nous devrions annuler. Quand mes parents sont aussi formels, cela signifie généralement qu'ils planifient quelque chose. » Elle n'avait pas tort. En 3 ans de mariage, Richard et Victoria avaient exprimé leur désapprobation cristalline à travers 1000 petites blessures. La façon dont Victoria mentionnait l'ex-petit ami d'Emma, Trevor, qui dirigeait maintenant sa propre société d'investissement. La façon dont Richard parlait des jeunes hommes à succès de son secteur, s'assurant toujours que je comprenne que je n'en faisais pas partie. Les réunions de famille soigneusement planifiées où j'étais placé à la table des enfants tandis que les cousins d'Emma, tous diplômés et richement pourvus, discutaient affaires avec les adultes. « Nous y allons, dis-je fermement. Je veux voir ce qu'ils préparent. » Ce qu'Emma ignorait, ce que personne ne savait à part mon avocat et mes conseillers financiers, c'est que Nathan Cross, l'analyste de données sans rien de remarquable, était aussi NC Holdings, l'entité d'investissement anonyme qui avait acquis régulièrement des actions de la Hastings Development Corporation au cours des 8 dernières années. Tout avait commencé quand j'avais 24 ans, fraîchement diplômé du MIT avec un master en ingénierie financière et un petit héritage de mon grand-père. La plupart des gens auraient acheté une belle voiture ou fait un voyage coûteux. J'ai acheté des actions d'une société immobilière en difficulté, dirigée par un homme nommé Richard Hastings qui se noyait dans les dettes de projets trop ambitieux et dont le timing était désastreux lors de la crise de 2008. J'avais étudié l'entreprise de Richard pendant des mois avant de faire mon premier achat. Ses fondamentaux étaient solides, ses propriétés bien situées, mais sa structure capitalistique était un désastre. Il avait désespérément besoin d'argent, et ses investisseurs actuels perdaient foi en lui. Alors, j'ai commencé à acheter discrètement, à travers des couches de sociétés qui ne pouvaient pas être retracées jusqu'à moi. En 3 ans, je détenais 15% de son entreprise. Quand j'ai rencontré Emma lors d'une vente aux enchères caritatives, il y a 5 ans, j'en détenais 31%. Quand nous nous sommes mariés, j'en détenais 42%. Aujourd'hui, j'en détenais 47%, ce qui faisait de moi le plus grand actionnaire individuel de la Hastings Development Corporation. Richard Hastings travaillait pour moi. Il ne le savait tout simplement pas.
Rencontrer Emma ne faisait partie d'aucun plan. J'étais allé à cette vente aux enchères parce qu'un client était honoré et que je voulais le soutenir. Emma était là parce que sa mère l'avait traînée à un événement mondain qui ne l'intéressait pas. Nous nous sommes retrouvés au bar en même temps, tous deux essayant d'échapper à des conversations ennuyeuses avec des gens ennuyeux. Elle m'a fait rire avec son imitation parfaite de la voix de sa mère en société. Je l'ai fait rire en admettant que je ne savais pas quelle fourchette utiliser pour la salade. Nous avons parlé pendant 3 heures d'affilée et, quand elle m'a donné son numéro, elle m'a prévenu. Prévenez-moi tout de suite, ma famille est assez intense avec l'argent, le statut et toutes ces choses superficielles. Si ça risque de te gêner, on devrait probablement juste laisser tomber. J'ai souri et j'ai dit la chose la plus vraie possible sans révéler toute la vérité, l'argent ne définit pas qui tu es. Le caractère, oui. 3 mois plus tard, je lui ai demandé sa main. 6 mois après cela, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie que Victoria a désespérément tenté de transformer en mariage mondain. Emma a refusé, choisissant une célébration simple avec 50 personnes qui comptaient vraiment pour nous. Richard a porté un toast qui dissimulait à peine sa déception que sa fille unique se soit mariée en deçà de son potentiel. J'ai souri pendant tout le discours, sachant que l'homme qui faisait des blagues sur ma carrière modeste n'avait pu payer ce mariage que grâce aux injections de capitaux de mon fonds d'investissement. Le jeu auquel je jouais était dangereux. Je le savais. Chaque mois, Emma s'inquiétait inutilement pour l'argent. Notre appartement était bien, mais elle avait grandi dans un manoir. Nos vacances étaient nationales parce que je ne pouvais pas expliquer comment nous aurions pu nous offrir des vacances en Europe avec le salaire d'un analyste de données. Elle s'en est accommodée mieux que je ne l'aurais imaginé, ne se plaignant jamais, insistant toujours sur le fait qu'être ensemble était plus important que le style de vie de ses parents. Mais je voyais la tension que cela créait en elle, surtout lors des réunions de famille, lorsque Victoria faisait des allusions sur la nouvelle normalité d'Emma. « Pourquoi les laisses-tu te traiter comme ça ?» m'a demandé Emma un jour, après un dîner de Thanksgiving particulièrement brutal où Richard a passé 20 minutes à m'expliquer comment fonctionnait le marché immobilier. Comme si je ne comprenais pas déjà chaque aspect de son affaire mieux que lui. « Parce que l'opinion de ton père sur moi ne définit pas qui je suis, lui ai-je dit. Et parce que je sais quelque chose qu'il ignore, les personnes les plus puissantes dans toute pièce sont généralement celles que personne ne remarque. Si vous vous êtes déjà senti sous-estimé par des gens qui pensaient être meilleurs que vous, appuyez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant. Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où quelqu'un vous a sous-estimé et l'a amèrement regretté. Et écrasez ce bouton like parce que cette histoire est sur le point de devenir absolument folle. Croyez-moi, vous ne voudrez pas rater ce qui se passe quand Richard découvrira qui dirige réellement son entreprise depuis toujours. Vendredi est arrivé avec cette clarté automnale typique qui fait paraître Chicago presque civilisé. Emma a passé 1 heure à s'habiller, changeant 3 fois de tenue avant de choisir quelque chose qui respectait la formalité de ses parents sans en faire trop. J'ai enfilé un chino et une chemise habillée, l'uniforme de la médiocrité acceptable que Richard attendait de moi. La propriété des Hastings s'étendait sur 3 hectares à Highland Park, un monument à la richesse qui ressemblait toujours plus à un musée qu'à une maison. L'allée sinueuse traversait des jardins méticuleusement entretenus avant de déposer les visiteurs devant une entrée digne d'un château européen. La main d'Emma a trouvé la mienne à l'approche de la porte. « Ou quoi qu'ils aient planifié », a-t-elle murmuré. « Souviens-toi juste que c'est toi que j'ai choisi. Rien de ce qu'ils diront ne changera cela. » Victoria a ouvert la porte elle-même, ce qui était inhabituel. D'habitude, leur gouvernante s'occupait de ses tâches. « Emma, ma chérie », dit-elle en étreignant sa fille avec ce genre d'affection calculée qui ne dérangerait pas son maquillage. « Nathan. » Mon nom a été coupé, comme si elle reconnaissait une nécessité regrettable. La salle à manger était dressée pour 4, mais la formalité de la table suggérait autre chose qu'un simple dîner familial en toute décontraction. Des verres en cristal, de la porcelaine qui coûtait probablement plus que mon loyer, et assez de couverts pour embrouiller quiconque n'aurait pas grandi en sachant quelle fourchette servait à quel usage. Richard était déjà assis à la tête de la table, vêtu d'un costume même chez lui. C'était ça, Richard, toujours en représentation, rappelant toujours à chacun son statut. « Nathan », dit-il en se levant pour me serrer la main avec la poignée ferme d'un homme cherchant à établir sa domination. « Content que vous ayez pu venir. Comme si j'avais eu le choix, comme si cette invitation avait été une faveur qu'il m'accordait, et non une convocation à laquelle me plier. » Le premier plat est arrivé et la conversation est restée neutre et sûre. Victoria a interrogé Emma sur son travail dans l'organisation à but non lucratif où elle gérait des programmes communautaires.
Richard a mentionné un nouveau projet de développement immobilier dans le West Loop. J'ai joué mon rôle à la perfection, posant juste assez de questions pour paraître intéressé, mais pas assez pour sembler réellement connaître le marché immobilier que je maîtrisais secrètement. Puis, alors que le plat principal était débarrassé, Richard a sorti un porte-document en cuir. Du genre utilisé par les avocats, du genre qui signifiait que les choses sérieuses commençaient. Nathan, a-t-il commencé, sa voix prenant le ton qu'il utilisait probablement en salle de réunion. Victoria et moi voulions vous parler de quelque chose d'important, quelque chose qui affecte l'avenir d'Emma. La main d'Emma a trouvé la mienne sous la table, serrant fort. Elle savait que cela arriverait, même sans savoir exactement sous quelle forme. Nous avons beaucoup réfléchi au bien-être d'Emma, a ajouté Victoria en s'essuyant les lèvres avec une serviette. Elle a renoncé à tant de choses en t'épousant. Son mode de vie, ses opportunités, sa position dans la société. J'ai senti Emma se raidir à mes côtés. Maman, nous en avons déjà parlé. Laisse-nous finir, ma chère, a dit Richard en levant une main. Nous ne sommes pas ici pour critiquer qui que ce soit. Nous sommes ici pour résoudre un problème. Il a ouvert le porte-document en cuir, révélant une pile de documents et, tout en haut, un chèque. Même de l'autre côté de la table, je pouvais voir que c'était une somme substantielle. Nathan, je vais être direct parce que je respecte la franchise dans les affaires. Vous semblez être un jeune homme convenable, mais soyons honnêtes sur ce qui s'est passé ici. Vous avez épousé au-dessus de votre condition. Ce n'est pas une insulte. C'est simplement un fait. Emma aurait pu avoir n'importe qui. Elle vous a choisi, et nous avons essayé d'accepter cette décision. Mais, continua Victoria, nous ne pouvons pas rester là à regarder notre fille lutter financièrement par orgueil. Nous avons donc trouvé une solution qui bénéficie à tout le monde. Richard fit glisser le dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait un accord d'annulation de mariage, et épinglé dessus, un chèque de 500 000 $. C'est plus d'argent que vous n'en verriez en 10 ans dans votre emploi actuel, dit Richard. Sa voix portait la confiance d'un homme à qui personne qu'il jugeait inférieur n'avait jamais dit non. Et signez les papiers d'annulation, prenez l'argent et passez à autre chose. Vous serez mieux loti qu'avant de rencontrer Emma, et Emma pourra avancer vers une vie plus conforme à son rang. Le silence qui suivit fut absolu. Emma semblait avoir été giflée. Victoria étudiait ses ongles, pensant probablement que c'était déjà réglé. Richard souriait légèrement, le sourire d'un homme qui venait de résoudre un problème avec une application élégante d'argent. Je regardais le chèque. 500 000 $. Pour Richard Hastings, c'était probablement une erreur d'arrondi. Pour la personne qu'il croyait que j'étais, cela représentait une vie entière d'opportunités. Et c'était la plus belle ironie de ce moment. L'homme qui m'offrait un demi-million de dollars pour quitter sa fille n'était capable de faire cette offre qu'à cause des milliards que j'avais injectés dans son entreprise en difficulté au cours des 8 dernières années. C'est une offre très généreuse, dis-je finalement, gardant ma voix neutre. Le sourire de Richard s'élargit. Je savais que vous seriez raisonnable. Juste pour que je comprenne bien, continuai-je, prenant le chèque du dossier et le tenant à la lumière, vous voulez que je renonce à mon mariage avec Emma pour 500 000 $? C'est une annulation, corrigea Victoria. Beaucoup plus propre qu'un divorce. Sans faute, sans ressentiment, juste une reconnaissance mutuelle que le mariage était une erreur depuis le début. Emma se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol en bois. C'est insensé. Vous ne pouvez pas simplement acheter les gens. Ma chérie, assieds-toi, dit Richard. Les adultes parlent. J'ai 28 ans, papa. Je suis une adulte et mon mari est assis là, en train de se faire offrir de l'argent pour me quitter. Comment osez-vous? Mais Richard ne la regardait même pas. Il me regardait, confiant d'avoir déjà gagné. Nathan comprend comment le monde fonctionne. N'est-ce pas, Nathan? Parfois, l'argent est simplement la manière la plus honnête de résoudre un problème. Je posai soigneusement le chèque sur la table, lissant le papier contre la nappe. Puis, je mis la main dans ma poche et sortis mon téléphone. Avant de répondre, dis-je, je dois passer un appel rapide. Vous m'excusez un instant? Nathan, qu'est-ce que tu fais? Demanda Emma, confuse. Je m'assure que tout le monde à cette table comprend la situation dans son ensemble, répondis-je. Je composais le numéro de mon avocat, Marcus Pennington, que je savais être disponible malgré l'heure tardive. Marcus gérait mes intérêts depuis 8 ans et savait exactement quoi faire quand je l'appelais lors d'événements familiaux.
Marcus, c'est Nathan. Je suis à un dîner avec la famille Hastings et quelque chose d'intéressant est apparu. Pourriez-vous consulter la structure actionnariale actuelle de la Hastings Development Corporation? Oui, maintenant. Je reste en ligne. Richard fronça les sourcils. Mais qu'est-ce que votre avocat a à voir avec cela? Tout, dis-je simplement. Puis Marcus revint en ligne et je mis le téléphone en haut-parleur. Marcus, pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, à tout le monde présent la structure actionnariale actuelle de la Hastings Development Corporation? La voix de Marcus remplit la salle à manger, professionnelle et précise. Certainement. La Hastings Development Corporation a 100 millions d'actions en circulation. Le plus grand actionnaire est NC Holdings, qui détient 47 millions d'actions, représentant 47% de l'entreprise. Le deuxième plus grand actionnaire est Richard Hastings lui-même, avec 18 millions d'actions, soit 18%. Les 35% restants sont répartis entre divers investisseurs institutionnels et individuels. Richard fixait le téléphone comme s'il parlait une langue étrangère. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela a à voir avec? Marcus l'interrompit, comme je l'avais demandé. Pourriez-vous expliquer, s'il vous plaît, qui est le propriétaire de NC Holdings? NC Holdings est entièrement détenue par Nathan Cross. Elle a été créée il y a 8 ans à l'aide d'un héritage et a été le principal véhicule d'investissement du portefeuille de M. Cross. La valeur actuelle de la position dans la Hastings Development Corporation est d'environ 10,8 milliards de dollars, au prix de clôture d'aujourd'hui. Le silence qui suivit fut différent du précédent. Ce n'était pas un silence de choc ou de gêne. C'était le silence d'un monde en train d'être reconstruit à partir de zéro. La bouche d'Emma était ouverte. Victoria était complètement pâle. Richard avait l'air d'avoir été renversé par un camion. « Je ne comprends pas, » dit finalement Richard, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je pris le chèque et le lui tendis. 500 000 dollars. Vous m'offrez un demi-million pour que je quitte Emma. Je laissai cela planer dans l'air un instant. Et Richard, je détiens 47% de votre entreprise. Aux évaluations actuelles, ma position vaut 10,8 milliards de dollars. Comprenez-vous ce que cela signifie? La voix de Marcus continua sur le haut-parleur, cela signifie que M. Cross est l'actionnaire individuel le plus important de la Hastings Development Corporation. Il dispose d'une majorité de votes lorsqu'ils sont combinés à ceux des autres actionnaires minoritaires qui suivent son jugement. En termes pratiques, Nathan Cross pourrait démettre Richard Hastings de son poste de PDG par un simple vote à la majorité lors de n'importe quelle réunion du conseil d'administration. Le visage de Richard était passé du blanc au rouge. C'est impossible. NC Holdings est. Je pensais que c'était. Il balbutiait, son autorité soigneusement construite s'effondrant en temps réel. Vous pensiez que c'était un investisseur institutionnel, complétai-je pour lui. Un fonds spéculatif ou une société de capital investissement sans visage. Vous n'avez jamais posé de questions parce que l'argent continuait d'arriver quand vous en aviez besoin. Il y a 8 ans, votre entreprise se noyait sous les dettes. Vous ne pouviez pas obtenir de financement auprès des sources traditionnelles parce que tout le monde savait que vous vous étiez surendetté. Alors, quand un investisseur mystérieux a commencé à racheter vos actions en difficulté et à fournir du capital pour vos projets, vous n'avez pas regardé trop attentivement d'où cela venait. Je me levai, contournant la table jusqu'à me tenir directement en face de Richard. Chaque grand projet que vous avez terminé ces 8 dernières années a été financé avec le capital que j'ai fourni. La tour River North? Mon argent. Le complexe résidentiel de Lakeshore? Mon argent. Les parcs de bureaux en banlieue qui ont sauvé votre entreprise pendant la récession de 2015? Tout ça, avec mon argent. Victoria retrouva enfin sa voix. Mais vous êtes analyste de données. Vous vivez dans ce petit appartement. Vous conduisez cette horrible voiture. Je suis analyste de données, confirmai-je. J'analyse des données financières pour des clients qui ont besoin de conseils spécialisés en investissement. Ce n'est pas un mensonge. C'est juste que ce n'est pas toute la vérité. L'appartement est modeste parce qu'Emma et moi avons choisi la modestie. La voiture fonctionne parfaitement bien. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit par des démonstrations de richesse. Emma pleurait maintenant, mais pas de tristesse de colère. Vous nous avez observés pendant tout ce temps, vous les avez regardés vous traiter comme de la vermine, sachant que vous pouviez les détruire d'un simple coup de fil. J'aurais pu détruire, acquiesçai-je.
Mais je voulais savoir qui ils étaient vraiment. Je voulais voir jusqu'où ils iraient quand ils penseraient avoir tout le pouvoir. Je regardais Richard, toujours figé dans son fauteuil. Il semblerait qu'il soit allé assez loin. Nathan, commença Richard, la voix tremblante. Je ne savais pas. Vous devez comprendre. Je ne savais pas qui vous étiez. Est-ce que cela aurait changé quelque chose, demandai-je. Et si j'avais vraiment été celui que vous pensiez, cette offre aurait-elle été moins insultante? Essayer de m'acheter pour que je quitte votre fille aurait-il été plus justifiable? Victoria pleurait aussi maintenant, le mascara coulant sur son visage soigneusement maquillé. Nous essayons seulement de protéger Emma. La protéger? Je ris, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans ce rire. Vous essayez de la contrôler. C'est différent. Je pris mon téléphone et ouvris mon application de messagerie. En quelques touches, j'envoyai un message que j'avais rédigé des mois auparavant, attendant juste le bon moment. Je viens d'envoyer un email au conseil d'administration de la Hastings Development Corporation, convoquant une réunion d'urgence lundi matin. L'ordre du jour est simple, un vote sur le maintien du PDG actuel. Richard se leva brusquement. Vous ne pouvez pas faire ça. Le conseil va me soutenir. Ils savent ce que j'ai construit. Et ils savent ce que nous avons construit ensemble, corrigez-je. Et ils savent aussi que 47% des actions avec droit de vote soutiennent un changement de direction. J'ai déjà parlé aux autres actionnaires importants. Quand nous voterons lundi, vous serez démis de vos fonctions de PDG. Le conseil mettra en place une équipe de direction intérimaire pendant que nous chercherons un remplaçant permanent. Mais c'est mon entreprise, hurla Richard. Son maintien avait complètement disparu, remplacé par une panique crue. Je l'ai construite à partir de rien. Non, dis-je calmement. Vous l'avez conduite au bord de la faillite. Je l'ai sauvée. Et je l'ai fait pendant que vous me traitiez comme si je ne valais pas l'air que je respirais à votre table. Je me tournai vers Emma, qui me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Je suis désolé de ne pas t'avoir dit la vérité plus tôt. J'ai voulu te le dire 1000 fois, mais j'avais besoin de savoir si ta famille m'accepterait un jour pour qui je suis, et non pour ce que j'ai. Ce soir m'a donné la réponse. Nathan, murmura-t-elle, pourquoi? Pourquoi les laisser t'humilier quand tu aurais pu simplement tout révéler? Parce que l'humiliation est temporaire. Le caractère est permanent. Tes parents m'ont montré aujourd'hui qui ils sont vraiment. Ils m'ont offert de l'argent pour que j'abandonne la personne que j'aime le plus au monde. Ils ont accordé plus de valeur à leur statut social qu'à ton bonheur. J'avais besoin que tu vois cela aussi. Je pris le chèque une dernière fois et le déchirai nettement en deux. Je ne veux pas de votre argent, Richard. Je n'en ai jamais voulu. Je voulais faire partie d'une famille. Je voulais prouver que je pouvais aimer votre fille sans me soucier de votre nom de famille ou de votre héritage, mais vous n'avez pas pu voir ça. Tout ce que vous avez vu, c'est quelqu'un que vous pensiez inférieur à vous. Marcus reprit la parole au téléphone. Nathan, dois-je poursuivre les notifications au conseil d'administration? Je regardais Richard, qui s'était effondré sur sa chaise, le visage entre les mains. Je regardais Victoria, qui tenait ses perles comme si elle pouvait la sauver de ce cauchemar. Et je regardais Emma, ma femme, qui méritait mieux que des parents qui mesurent l'amour en chiffres. Oui, dis-je finalement. Il poursuit avec tout cela. Il est temps pour une nouvelle direction. Le trajet du retour se déroula dans un silence total pendant les 10 premières minutes. Emma était assise sur le siège passager de ma terrible Honda, fixant les lumières de la ville qui défilaient par la fenêtre. Finalement, elle parla. Depuis combien de temps planifiais-tu cela? Je ne planifiais rien, dis-je avec honnêteté. J'ai acheté des actions de l'entreprise de ton père bien avant de te rencontrer. C'était une bonne opportunité d'investissement. Te rencontrer, tomber amoureux de toi, c'était un pur hasard. Un hasard merveilleux, mais un hasard quand même. Mais tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu me le dire à n'importe quel moment ces 3 dernières années. J'aurais pu, acquiescer-je. Mais m'aurais-tu cru si je t'avais dit que je t'épousais pour toi, et non pour les connexions de ta famille? M'aurais-tu cru quand je te disais que je t'aimais pour qui tu es, et non pour ce que tu représentais? Elle resta silencieuse un long moment. Je ne sais pas, admit-elle finalement. Peut-être pas au début. Je voulais que tu saches, sans l'ombre d'un doute, que je t'avais choisi quand je n'avais rien à y gagner. Je voulais que ta famille révèle qui elle était vraiment, et ce soir,
ils l'ont fait. Que se passe-t-il maintenant, demanda-t-elle. Avec l'entreprise de mon père. Avec mes parents. L'entreprise ira bien, l'assurai-je. Mieux que bien. Je vais installer une équipe de direction professionnelle qui sait réellement ce qu'elle fait. Ton père se verra offrir un poste de consultant s'il le souhaite, mais avec une autorité et une rémunération significativement réduite. Et mes parents? Je soupirai. Cela dépend de toi. Ce sont tes parents, Emma. Je ne te forcerai pas à choisir entre eux et moi, mais je ne vais pas non plus prétendre que ce qu'ils ont fait ce soir était acceptable. Elle tendit la main et prit la mienne. Je te choisis. Je t'ai toujours choisi, même quand je pensais que tu n'étais qu'un analyste de données avec une Honda et des rêves modestes. Surtout à ce moment-là, en fait. Pourquoi, surtout à ce moment-là? Parce que cette version de toi m'aimait sans aucune attente de gain. Cette version de toi m'a choisi quand elle pensait que je n'étais qu'une employée d'ENG avec une famille critique. Cela, c'est réel, Nathan. C'est ce qui compte. Nous entrâmes dans notre immeuble, ce bâtiment modeste qui avait été notre maison pendant 3 ans. Demain, je pourrais nous acheter un pantou si nous le voulions. Nous pourrions déménager à Highland Park nous-mêmes, vivre dans le genre de maison qui ferait paraître modeste la propriété de Richard et Victoria. Mais en regardant Emma sous la faible lumière du parking, je réalisai que nous n'avions besoin de rien de tout cela. Restons dans cet appartement, dis-je soudain. Elle sourit pour la première fois depuis le dîner. Oui. Peut-être qu'on l'achètera au lieu de le louer. Mais j'aime notre vie, Emma. J'aime être normal. J'aime prouver que le bonheur n'exige pas un manoir, une voiture de luxe, ou l'envie d'impressionner des gens qui ne valent pas la peine d'être impressionnés. Et l'argent, demanda-t-elle. Et 10 milliards de dollars, c'est trop pour simplement l'ignorer. On ne l'ignore pas. On va en faire quelque chose de significatif. Tu vas développer ton ONG. Nous allons financer des programmes communautaires qui aident réellement les gens. Et peut-être, si on se sent vraiment généreux, créer un fonds de bourse pour les jeunes qui veulent étudier les affaires mais n'en ont pas les moyens. Des jeunes comme toi, demanda-t-elle doucement. Des jeunes comme j'aurais pu l'être si mon grand-père ne m'avait pas laissé cet héritage. Oui. Ce lundi-là, la réunion du conseil d'administration se déroula exactement comme je l'avais prévu. Richard fut démis de ses fonctions de PDG par un vote de 78% en faveur de sa révocation. Il était assis au bout de la table des réunions, diminué et humilié, tandis que les membres du conseil qu'il avait courtisé pendant des années votaient maintenant pour le dépouiller de son pouvoir. Victoria appela Emma 17 fois ce jour-là. Emma laissa tous ses appels passer en messagerie vocale. Le lendemain, une lettre arriva à notre appartement par courrier recommandé. À l'intérieur, une note manuscrite de Victoria. Emma, je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Ce que nous avons fait est impardonnable, mais j'ai besoin que tu saches que nous pensions te protéger. Nous pensions que Nathan t'utilisait. Nous avions tort. Nous avions terriblement, horriblement tort. Ton père est anéanti. Pas à cause de l'entreprise, même si cela fait mal. Mais de t'avoir perdu. D'avoir découvert que le gendre qu'il méprisait est l'homme qui a sauvé tout ce qu'il avait construit. S'il te plaît, quand tu seras prête, pouvons-nous parler? Promis, plus d'enveloppes, plus de chèques. Juste une mère qui veut comprendre l'homme que sa fille a épousé. Emma lut la lettre 2 fois, puis la laissa sur le comptoir. Mais tu crois qu'ils sont sincères? Je pense qu'ils ont peur, dis-je. Et parfois, la peur rend les gens honnêtes d'une manière que le confort ne permet jamais. Mais que ferais-tu à ma place? Je réfléchis un moment. Je leur donnerai une chance. Une seule chance. Mais à nos conditions, dans notre appartement, sans la mise en scène de la richesse et du statut. S'ils peuvent nous accepter tels que nous sommes, vraiment tels que nous sommes, alors peut-être y a-t-il de l'espoir. Sinon, au moins nous le saurons. Emma prit son téléphone et tapa une réponse. Dîner. Ici, à la maison. Vendredi prochain. Pas de code vestimentaire, pas d'attente. Juste la famille. Elle me montra le message avant de l'envoyer. Trop dur. Parfait, dis-je. Ce vendredi-là, Richard et Victoria arrivèrent à notre appartement semblant, d'une certaine manière, plus petit. Richard portait un jean et un pull. Victoria avait des pantalons et un maquillage minimal. Ils avaient laissé leur armure à la maison. Nathan,
dit Richard lorsque j'ouvris la porte. Merci de bien vouloir nous recevoir. Nous nous sommes assis autour de notre petite table à manger, mangeant des pâtes qu'Emma elle-même avait préparées. Il n'y avait pas de majordome, pas de verre en cristal, pas de mise en scène. Juste 4 personnes qui essayaient de découvrir si elles pouvaient reconstruire quelque chose de brisé. Je te dois des excuses, dit finalement Richard. Ou plutôt plusieurs, en réalité. Pour chaque dîner où je t'ai fait te sentir insignifiant. Pour chaque commentaire sur ton travail, ta voiture ou tes origines. Pour ce chèque. Il s'arrêta, la voix légèrement tremblante. Pour t'avoir traité comme si tu valais exactement 500 000 $, alors que tu étais l'homme qui a sauvé mon entreprise et qui aime ma fille. J'apprécie cela, dis-je prudemment. Mais les excuses que j'ai vraiment besoin d'entendre sont celles que tu fais à Emma. Car c'est elle que tu as tenté de contrôler. C'est son bonheur que tu as jugé inférieur à ton statut social. Richard se tourna vers sa fille, des larmes aux yeux. Emma, je suis désolé. Désolé de ne pas avoir su voir ce que tu voyais en Nathan. Désolé de t'avoir fait sentir que ton choix n'était pas assez bon. Tu as trouvé un homme qui t'aime pour qui tu es, qui n'avait besoin ni de ton argent, ni de ton nom, ni de rien d'autre que toi. C'est ce que tout père devrait vouloir pour sa fille, et j'ai failli détruire cela à cause de mon orgueil. Victoria tendit la main par-dessus la table et prit celle d'Emma. J'ai passé toute ta vie à te préparer pour un certain type de vie, un certain type de mariage. Et quand tu as choisi différemment, j'ai eu l'impression que tu rejetais tout ce que je t'avais enseigné. Mais tu ne rejetais rien. Tu choisissais quelque chose de réel au lieu de quelque chose de vide. Je regrette d'avoir mis si longtemps à le voir. Emma pleurait maintenant, mais elle ne retira pas sa main. Êtes-vous sérieux? Parce que je ne peux pas vivre une autre nuit comme celle de vendredi dernier. Je ne peux pas vous voir traiter Nathan comme s'il n'était pas assez bien, alors qu'il est le meilleur homme que j'ai jamais connu. Mais nous sommes sérieux, dit Richard avec fermeté. Et nous sommes prêts à le prouver. Nathan, j'aimerais t'emmener déjeuner cette semaine, juste nous deux. Je veux en apprendre plus sur ta philosophie des affaires, ta stratégie d'investissement, tout ce que j'aurais dû te demander ces 3 dernières années, au lieu de te mépriser. Je regardai Emma, qui fit un léger signe de tête. L'un déjeuner me semble bien, dis-je. Mais Richard, il faut que tu comprennes une chose. Je n'ai pas acheté des actions de ton entreprise pour te contrôler ou te blesser. Je l'ai fait parce que c'était un bon investissement, et je ne vais pas m'excuser d'être doué dans un domaine que tu ignorais être le mien. Je ne m'attendrai pas à ce que tu t'excuses, répondit-il. J'espère juste que tu m'apprendras comment tu as fait, car apparemment, je dirigeais une entreprise sans comprendre qui la maintenait réellement en vie. 3 mois plus tard, la Hastings Development Corporation annonça une restructuration majeure. Richard resta au conseil en tant que conseiller principal, mais les opérations quotidiennes furent confiées à une équipe professionnelle qui transforma l'entreprise de fond en comble. Le cours de l'action augmenta de 40% depuis le changement de direction. L'ONG d'Emma reçut un don de 50 millions de dollars de la fondation familiale Cross, que j'avais créée pour faire exactement ce dont nous avions parlé cette nuit-là dans le parking. Nous avons financé des programmes communautaires, des bourses d'études et des initiatives aidant des personnes qui étaient là où j'étais il y a 8 ans, talentueuses, déterminées, mais sans les ressources pour le prouver. Richard et Victoria venaient dîner chez nous toutes les 2 semaines. Ils apprirent à laisser leurs attentes à la porte et à simplement être les parents d'Emma, plutôt que les figures mondaines de Highland Park. Richard se mit même à conduire une voiture plus modeste, plaisantant en disant que si un milliardaire pouvait être heureux dans une Honda, il pouvait probablement échanger sa Mercedes contre quelque chose de plus modeste. L'histoire du milliardaire secret fit les gros titres de l'actualité économique pendant quelques semaines, mais je refusai la plupart des demandes d'interview. Ce qui s'était passé autour de cette table n'était pas du contenu pour le Forbes ou le Wall Street Journal. C'était personnel. C'était une question de famille, de valeurs, de ce qui compte vraiment quand on retire le spectacle de la richesse et du statut. Environ 6 mois après ce dîner fatidique, Emma et moi étions assis sur le balcon de notre appartement, regardant les lumières de la ville. « L'as-tu déjà regretté ?» demanda-t-elle. « De les avoir laissés t'humilier si longtemps, alors que tu aurais pu simplement dire la vérité. » « Pas une seule fois, répondis-je honnêtement. « Parce qu'aujourd'hui, je sais. Je sais que tes parents t'aiment plus que leur orgueil. Je sais que tu m'as choisi pour moi. Et je sais que je n'ai besoin de la permission de personne pour être exactement qui je suis. »« Et qui es-tu » demanda-t-elle en souriant. « Je suis Nathan Cross.
Je suis analyste de données. Je suis un investisseur milliardaire. Je suis ton mari. Et je suis le gars qui a prouvé que les personnes les plus puissantes dans n'importe quelle pièce sont généralement celles que personne ne remarque. Elle m'embrassa alors, et les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme des possibilités que nous n'avions même pas encore imaginées. Quelque part de l'autre côté de la ville, Richard Hastings travaillait probablement tard, réapprenant son entreprise depuis le début, comme l'étudiant qu'il avait toujours eu besoin d'être. Quelque part dans son manoir, Victoria planifiait probablement le prochain dîner chez nous, en veillant à ne pas s'habiller trop formellement. Et ici, dans notre appartement modeste que nous avions délibérément choisi, Emma et moi étions riches des seules façons qui comptaient. Nous avions l'un l'autre. Nous avions la vérité. Et nous avions un avenir bâti sur quelque chose de plus solide que tout ce que l'argent aurait pu acheter. Parce qu'en fin de compte, l'enveloppe n'était pas ce qui avait tout changé. Le chèque de 500 000 $ n'était pas ce qui importait. Ce qui importait, c'était le moment où les gens vous ont montré qui ils étaient vraiment, et ce que vous avez choisi de faire de cette information. J'ai choisi l'amour. J'ai choisi l'honnêteté. Et j'ai choisi de prouver qu'être sous-estimé est parfois le plus grand avantage que l'on puisse avoir. Car quand personne ne s'attend à ce que vous gagnez, la victoire a une saveur encore plus douce. Je m'appelle Nathan Cross. Je suis l'investisseur anonyme qui a sauvé l'entreprise de mon beau-père alors qu'il tentait de me payer pour que je quitte sa fille. Et voici l'histoire de comment j'ai appris que la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de bien vivre. C'est de choisir l'intégrité plutôt que la riposte. C'est de construire quelque chose de réel pendant que tout le monde est occupé à construire des illusions. Richard Hastings a tenté de m'acheter pour 500 000 $. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà acheté son respect. Il lui a simplement fallu 3 ans et un dîner dévastateur pour s'en rendre compte. Commentaire Monsieur Reddit. Alors, attendez une minute. Vous voulez me dire que si j'épouse la fille d'un milliardaire arrogante, que je laisse sa famille me mépriser pendant des années, et que je contrôle secrètement l'entreprise familiale, ça finit par un happy end avec des dîners chaleureux et des larmes de rédemption? Incroyable. Moi qui croyais qu'il suffisait de gagner au loto. Prochaine étape, acheter des actions de la belle famille et pratiquer ma patience zen. Prends note, cher Redditor.